San Diego, Californie. 19 juillet 2007. Le soleil frappait fort ce jour-là, mais rien n'aurait pu être plus brûlant que la tension qui s'apprêtait à s'abattre sur Maraco Drive. Deux enquêteurs ont poussé la porte du domicile de Tim McNeil, un homme de 63 ans, un père de famille, un mari, un homme qui, quelques heures plus tôt, menait encore une existence paisible. Mais à midi, tout a basculé. Tim était rentré pour déjeuner avec sa belle-fille, Bray. Une routine banale, mais en l'espace d'un instant, le quotidien a viré au cauchemar. Un homme masqué a surgi, armé, et sans crier gare, il a ouvert le feu. Devant Bray. Comme si elle n'était qu'une spectatrice impuissante d'un film d'horreur. Sauf que cette fois, le sang n'était pas du faux. La jeune fille, sous le choc, a immédiatement appelé le 911. Quelques minutes plus tard, les patrouilleurs ont découvert la scène du crime. Tim, face contre terre, baignant dans son propre sang, son corps criblé de balles, sa chemise encore sur lui, mais sans pantalon. Un détail troublant. Était-il en train de se changer? Ou y avait-il une autre explication, plus dérangeante encore? Et Bray, 17 ans à peine. Elle venait de voir son beau-père exécuté sous ses yeux. La panique s'était emparée d'elle, sa respiration haletante, ses mains tremblantes. Les policiers ont dû la calmer avant même de pouvoir lui parler. Mais malgré son état, elle était le seul témoin. Et un témoin vivant dans ce genre d'affaires, c'est une rareté. Quand elle a enfin pu raconter ce qu'elle avait vu, les enquêteurs ont eu droit à un récit glaçant. L'homme masqué n'était pas qu'un simple cambrioleur. Il connaissait la maison. Il savait qu'un coffre-fort était là, rempli d'argent et d'objets précieux. Il voulait mettre la main dessus. Il avait forcé Bray à attacher son beau-père avant de se ligoter lui-même, comme pour donner l'illusion qu'il était aussi une victime. Une mise en scène? Peut-être. Mais Tim, lui, avait résisté. Il avait refusé d'ouvrir le coffre. Un acte de courage ou simplement de défi. On ne le saura jamais. Parce que le tueur n'avait pas eu la patience d'attendre. Il avait tiré, froidement, avant de s'enfuir par la porte de service. Les enquêteurs ont immédiatement fouillé les lieux, et à quelques mètres de là, ils ont trouvé un revolver Magnum 357. Probablement l'arme du crime. Un objet aussi menaçant qu'il l'avait été quelques instants plus tôt entre les mains du tueur. L'arme a été envoyée au laboratoire pour expertise, mais une question restait suspendue dans l'air. Qui, parmi les proches de Tim, pouvait bien vouloir sa mort? Un détail clochait. Les policiers ont trouvé un téléphone posé bien en évidence sur la table de billard. Et immédiatement, une question leur est venue. Comment Bray avait-elle appelé le 911 si elle était attachée? Bray a expliqué, la voix tremblante, qu'elle avait dû ramper, se contorsionner et composer le numéro avec sa langue. Oui, sa langue. Un détail si invraisemblable que certains enquêteurs ont échangé un regard. Était-ce une preuve de détermination ou le signe que quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire? Pendant ce temps, l'enquête battait son plein. Des officiers, accompagnés de chiens de recherche, ont fouillé chaque centimètre carré autour de la maison, traquant la moindre trace laissée par le tueur. Un voisin a fini par briser le silence. Il avait entendu 4 détonations. Mais il n'y avait pas prêté attention. À San Diego, ce genre de bruit pouvait être n'importe quoi. Un moteur qui pétarade, des pétards, une télévision trop forte. Il n'avait compris l'ampleur du drame que 20 minutes plus tard, quand la rue a été envahie par des policiers et survolée par des hélicoptères. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit « Merde ». C'était des coups de feu. D'autres voisins ont raconté exactement la même chose. Des bruits sourds, puis plus rien. Mais certains ont ajouté un détail crucial. Après les tirs, ils avaient vu un jeune homme fuir la maison en courant. Il avait bondi par-dessus une haie et s'était engouffré dans la rue à toute vitesse. Le suspect n'était plus une ombre. Il avait un visage. Puis les premières vraies preuves matérielles ont émergé. Près de l'entrée dérobée, les enquêteurs ont découvert des morceaux de tissu sombre, des lambeaux de vêtements déchirés qu'un homme, pressé, nerveux, en fuite, avait accrochés en s'échappant. Plus loin, sur une branche, un masque noir était resté suspendu. Avec la chaleur écrasante de cette journée, une chose était certaine, le tueur avait transpiré. Et s'il avait transpiré, il avait laissé de l'ADN. Les prélèvements ont été envoyés en laboratoire et les résultats sont tombés. Les morceaux de tissu provenaient d'un t-shirt, probablement celui de l'agresseur.
Mais ce n'est pas tout. Le revolver Magnum 357, retrouvé un peu plus tôt, s'est avéré être l'arme du crime. Et là, un détail glaçant est apparu. Il était enregistré au nom de la seconde épouse de la victime. Une femme décédée quelques mois auparavant. Elle gardait cette arme dans sa table de nuit. Ce qui voulait dire une chose, le meurtrier savait exactement où la trouver. Il ne s'agissait pas d'un simple cambriolage qui aurait mal tourné. C'était personnel. Et les enquêteurs en étaient maintenant convaincus. Tim connaissait son assassin. Reste à savoir qui, parmi ses proches, avait décidé que ce déjeuner serait son dernier. Tim McNeil, 63 ans, avocat respecté, homme de famille, assassiné. Mais pourquoi? C'est bien ça qui dérangeait les enquêteurs. Tim ne ressemblait en rien à la victime typique d'un règlement de compte. Il n'était ni un criminel, ni un homme d'affaires véreux, encore moins quelqu'un qui trempait dans des affaires louches. Il n'avait pas d'ennemis, enfin, en apparence. Et pourtant, quelqu'un l'avait exécuté, froidement, dans sa propre maison. Plus les policiers plongeaient dans sa vie, plus un détail les frappait. Tim était le dernier homme au monde qu'on s'attendrait à retrouver criblé de balles. Tout le monde avait le même mot pour le décrire. Brillant, un père aimant, un homme généreux, un avocat de génie, un professionnel qui n'avait pas connu la défaite depuis des années, un homme qui savait toujours comment retourner une situation à son avantage. Et puis, il y avait ce fameux sens de l'humour. Tim savait faire rire n'importe qui dans n'importe quelle situation. Même les journées les plus sombres semblaient plus légères en sa présence. Mais, ce 19 juillet, il n'y avait plus rien de drôle. Alors pourquoi lui? Une théorie a commencé à émerger. Un avocat aussi doué pouvait se retrouver dans la ligne de mire de quelqu'un. Un concurrent jaloux, un ennemi caché dans l'ombre, c'était une piste logique. Après tout, il en avait croisé des adversaires furieux de le voir leur arracher victoire après victoire dans la salle d'audience. Mais quand les enquêteurs ont interrogé ses collègues, la théorie s'est vite effondrée. Oui, Tim avait des rivaux. Oui, certains n'avaient pas une grande affection pour lui, mais au point de le faire assassiner dans son propre salon? Non, ça ne collait pas. Ce meurtre n'avait rien d'un règlement de compte professionnel. C'était personnel. Et ça, c'était encore pire. Pour ses proches, la mort de Tim a été un coup de massue. Sa fille unique, Erin, issue de son premier mariage, était effondrée. Elle l'a décrit comme un homme qui trouvait toujours une solution pacifique à tout. Un père qui ne s'énervait jamais, qui croyait que les mots étaient une arme plus puissante que n'importe quel pistolet. Tim avait été marié 2 fois. Son second mariage, avec Doreen Hansen, avait changé sa vie. Elle était entrée dans son cabinet d'avocat un jour, en pleine procédure de divorce. Il l'avait aidé à sortir de ce bourbier juridique. Et avec le temps, ils s'étaient rapprochés. 2 âmes blessées, 2 divorcés, avec des enfants. Ils avaient fini par se reconstruire ensemble. Avec Doreen, Tim était devenu le beau-père de ses enfants. Et surtout, il avait noué une relation privilégiée avec Bray. Bray, cette fille brillante, joyeuse, qui rêvait de devenir avocate. Une gamine solaire qui souriait toujours. Elle parlait même couramment français, un talent qui impressionnait tout le monde. Mais surtout, elle adorait Tim. Il était devenu plus qu'un beau-père, un mentor, une figure paternelle. Ils étaient proches, très proches, et pourtant, c'est sous ses yeux que tout s'était joué. Ce meurtre était personnel. Restait à savoir qui, parmi ceux qui l'aimaient, avait pu le haïr au point de l'éliminer. Pour ses proches, Tim McNeil n'était pas seulement un avocat brillant. Il était un père exemplaire. Un homme qui chérissait ses enfants, biologiques ou non, avec la même tendresse. Quand Erin, sa fille, avait appris la nouvelle, la panique l'avait immédiatement envahie. Et Bray, était-elle seulement en vie? Elle avait tenté d'appeler sa demi-sœur. Pas de réponse. L'angoisse était montée d'un cran. Alors, elle avait joint leur tante, Bonnie, qui avait fini par la rassurer. Bray était vivante, traumatisée, mais vivante. Et ce que Bray allait raconter aux enquêteurs allait semer encore plus de doutes. Malgré le choc, Bray a dû se rendre au poste pour un interrogatoire crucial. Elle était le seul témoin. Chaque détail qu'elle pouvait donner comptait. Mais très vite, une chose a dérouté les enquêteurs. Elle a raconté que l'agresseur avait utilisé un dispositif électronique pour modifier sa voix, en lui donnant le ton d'un personnage de dessin animé.
Un tueur qui prend le temps de ressembler à Mickey Mouse. C'était inédit. Les meurtriers ont généralement une approche bien plus intimidante, une voix grave, menaçante, un ton glacial, tout sauf un effet comique. C'était une première dans les annales policières, et ça semblait étrangement invraisemblable. Mais ce n'était pas la seule chose bizarre dans son témoignage, car au fil de l'interrogatoire, un nom est sorti de sa bouche, Nathan. Les enquêteurs ont immédiatement tiqué. Qui était Nathan? Bray a tenté de se rattraper. Elle avait prononcé ce prénom par accident en parlant du voleur. Un simple lapsus, selon elle. Mais lorsqu'on lui a fait remarquer, elle s'est tendue. Elle a nié immédiatement. Elle n'avait jamais dit ce prénom. Sauf que l'interrogatoire était filmé, et les caméras ne mentent pas. Après plusieurs heures d'audition, Bray a été autorisée à quitter le commissariat. Elle a choisi de se réfugier chez sa tante Bonnie, l'endroit où elle se sentait le plus en sécurité après ce qu'elle venait de vivre. Mais était-elle vraiment en danger ou cachait-elle quelque chose? La question a commencé à tarauder les enquêteurs. Quelque chose sonnait faux. Puis un autre détail est venu tout faire basculer. Quelques jours après le crime, le portrait robot du suspect a été diffusé à la télévision. Il avait été élaboré à partir des témoignages des voisins qui avaient vu un homme s'enfuir en courant. En voyant le dessin, Bray a immédiatement fait une remarque troublante. Le menton n'est pas assez carré. Un commentaire anodin? Pas vraiment. Parce qu'au moment du meurtre, le tueur portait un masque. Alors comment diable pouvait-elle savoir à quoi ressemblait son menton? Bonnie, qui était dans la pièce, a blêmi. Elle a senti un frisson lui parcourir l'échine. Elle a regardé sa nièce. Elle ne souriait plus. Bonnie a alors pris une décision difficile mais nécessaire. Elle a appelé la police. Et quand Bray a été interrogée sur sa remarque, elle n'a pas su l'expliquer. Avait-elle vu plus que ce qu'elle prétendait? Ou pire, savait-elle déjà qui était le tueur? Les enquêteurs avaient maintenant une nouvelle suspecte, et elle n'était pas un simple témoin. Moins de 12 heures après le meurtre, alors que la nuit enveloppait San Diego d'un voile sombre, les sirènes ont brisé le silence. Les policiers sont arrivés chez Bonnie, la tante de Bray Hansen. Ils n'étaient plus là pour protéger une jeune fille traumatisée. Ils étaient là pour l'arrêter. La nouvelle est tombée comme une bombe. Bray n'était plus une simple témoin. Elle était maintenant suspecte du meurtre de son propre beau-père. Mais ce qui s'est produit ensuite a glacé le sang des officiers. Dès qu'ils ont annoncé leur intention, Bray n'a pas bronché. Elle s'est levée calmement, s'est retournée et a croisé ses mains dans le dos, prête à être menottée. Pas un cri, pas une protestation, pas un mot. Elle n'a ni nié, ni cherché à se défendre. Elle s'est simplement rendue. Et ça a perturbé les enquêteurs. Parce qu'un innocent se bat, un innocent crie à l'injustice. Mais elle savait. Ou alors, elle cachait encore quelque chose. Bray Hansen ne ressemblait pas à une criminelle. 17 ans. Jolie, brillante, sans histoire. Comment une jeune fille comme elle aurait-elle pu orchestrer une exécution aussi brutale? Seule? Impossible. C'était la nouvelle question qui hantait les enquêteurs. Si elle n'avait pas appuyé sur la détente, alors qui l'avait fait? Et pourquoi? Les réponses sont venues, et elles étaient pires encore que tout ce qu'on imaginait. Bray a parlé, mais ce qu'elle a raconté n'a fait qu'embrouiller encore plus l'affaire. Elle n'était pas coupable, du moins pas directement. Elle était devenue une victime d'un complot, un engrenage dans une machine bien plus grande qu'elle. Nathan. Ce prénom qu'elle avait laissé échapper accidentellement lors de son premier interrogatoire. Nathan, son frère. Selon Bray, c'est Nathan qui avait tout planifié. C'était lui qui, ce jour-là, avait fait irruption dans la maison. Lui qui l'avait attaché. Lui qui avait attaqué Tim. Bray, elle, était restée pétrifiée. Trop terrifiée pour intervenir. Trop paralysée pour agir. Elle s'est détournée. Elle n'a pas voulu voir. Mais le bruit des coups de feu a tout figé. Son cœur s'est emballé. Et elle a osé tourner la tête. Tim McNeil était au sol. Il avait perdu. Il venait d'être abattu. Tim McNeil a été exécuté un jour seulement après son 63e anniversaire. Un cadeau funeste, offert par ceux qu'il considérait comme ses propres enfants. Selon Bray, elle avait tout tenté pour empêcher Nathan de commettre l'irréparable. Elle avait supplié son frère d'arrêter. Elle avait voulu appeler la police. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle en avait eu l'intention.
Elle avait composé le numéro, mais son doigt était resté suspendu au-dessus du bouton d'appel. La peur. La peur de ce que Nathan pourrait lui faire si elle le trahissait. Alors, elle n'a rien fait, et cette inaction lui a coûté tout ce qu'elle avait. Pour Erin, la fille biologique de Tim, le choc a été insoutenable. C'est la seule fois de ma vie où mon cœur s'est brisé pour de vrai. Elle refusait d'y croire. Son père avait ouvert sa maison, son cœur, son amour aux enfants de sa seconde épouse. Il les avait élevés comme les siens, et eux, en retour, ils lui avaient tiré dessus. L'affaire McNeil n'était plus seulement un meurtre. C'était une trahison pure et simple, un crime familial. Et maintenant, les détectives devaient découvrir toute la vérité. Les enquêteurs devaient avancer. Ils avaient maintenant une suspecte en garde à vue. Mais un autre acteur manquait à l'appel, un nom qui revenait sans cesse, Nathan. Jusqu'ici, personne ne savait même que Bray avait un frère. Selon elle, il vivait en Arizona, où il était étudiant dans une université locale. Un détail qu'elle avait oublié de mentionner au début. Plus les policiers creusaient, plus l'évidence leur sautait aux yeux. Le meurtre de Tim McNeil n'était pas un simple dérapage. C'était un assassinat planifié, et ce n'était pas une impulsion soudaine. C'était un complot. Au fil des heures d'interrogatoire, Bray a craqué. Elle a avoué. Elle était coupable, mais elle n'avait pas agi seule. Nathan et elle avaient planifié la mort de leur beau-père ensemble. Les détails, froids, calculés, horrifiants. D'abord, ils avaient envisagé plusieurs options. Lui écraser le crâne avec une batte pour une mort rapide et sans douleur. Lui injecter un poison directement dans les veines. Mais finalement, ils avaient décidé de ne pas se salir les mains. Ils voulaient engager un tueur à gages. Le plan était simple. Déposer de l'argent liquide dans une boîte dans la cour de la maison. Laisser une clé pour lui permettre d'entrer. Fournir un revolver. Tout était prévu, minutieusement. Mais le tueur n'est jamais venu. Le plan s'est effondré. Et à ce moment-là, Nathan a décidé qu'ils devaient le faire eux-mêmes. Bray a affirmé qu'elle ne voulait plus participer, qu'elle avait eu un sursaut de conscience. Mais les enquêteurs ne l'ont pas cru. Si elle voulait vraiment sauver Tim, pourquoi lui avoir donné rendez-vous pour déjeuner ce jour-là? Si elle voulait l'arrêter, pourquoi Nathan est-il arrivé précisément au bon moment? Elle était impliquée. Et lorsqu'ils l'ont poussée dans ses retranchements, elle s'est trahie. Finalement, Bray a tout avoué. Elle et Nathan avaient tendu un piège à Tim. Bray l'avait invité en toute innocence pour déjeuner. Elle avait prévenu Nathan de l'heure exacte. Quand son frère est entré dans la maison, il avait une arme à la main. Le plan? L'humilier avant de l'abattre. Ils l'ont attaché, forcé à s'agenouiller dans la buanderie. Puis, Nathan m'a tiré. Premier tir, raté. Deuxième tir, touche le flanc. Troisième tir, atteint le visage. Mais Tim respire encore. Quatrième tir, exécution, balle dans la tête. C'était fini. Tim McNeil, avocat brillant, père aimant, venait d'être assassiné. Les enquêteurs ont été stupéfaits par la façon dont Bray décrivait le crime, sans émotion, sans un tremblement dans la voix, sans regret. À un moment, elle a tenté de pleurer, mais rien ne venait. Puis, elle a croisé le regard des détectives, et froidement, elle a continué à raconter comment elle et son frère avaient massacré un homme qui l'aimait comme sa propre fille. Elle a essayé de rejeter toute la faute sur Nathan. J'avais peur, il m'a menacé. Mais encore une fois, ça ne collait pas. Les policiers avaient besoin d'entendre l'autre version. Pendant ce temps, les forces de l'ordre traquaient Nathan en Arizona. Il ne savait pas que sa sœur avait tout avoué. Il pensait encore être libre. Mais son temps était compté. En pleine nuit, la police est arrivée chez lui. Ils ont défoncé la porte, l'ont tiré de son lit et l'ont plaqué au sol. Le deuxième coupable venait de tomber. L'heure des réponses avait sonné. À l'aube, les détectives de San Diego ont pris l'avion pour Phoenix. Leur objectif? Faire parler Nathan. Ils ne lui ont laissé aucune échappatoire. Dès leur arrivée en salle d'interrogatoire, ils ont lâché la bombe. « Ta sœur nous a tout raconté. » Nathan n'a rien dit. Son regard s'est figé. Puis, d'une voix froide, il a demandé « Je veux un avocat. » Un silence pesant s'est installé. Mais une seconde plus tard, contre toute attente, Nathan a changé d'avis. « Non, attendez, je vais parler. » Les enquêteurs n'ont pas bronché.
Il savait ce qu'il faisait. Et Nathan, sans avocat, sans filtre, sans retenue, a commencé à tout avouer. La vérité allait-elle enfin éclater? Nathan a parlé d'une voix calme, trop calme. Il a admis être sur les lieux du crime. Il a vu son beau-père mourir sous ses yeux. Mais il a ajouté quelque chose d'inattendu. Je n'avais pas de véritable raison de l'éliminer. Vraiment? Puis il a évoqué un détail troublant. Quelques semaines avant sa mort, Tim l'avait licencié de son entreprise. Une humiliation, une gifle en pleine figure. Nathan l'avait mal pris, évidemment, mais il n'avait pas voulu sa mort, jusqu'à ce que Tim le voie ce jour-là. L'homme de 63 ans, désarmé, avait levé les mains. « Ne tire pas. Pars d'ici. Je ne dirai rien. » Mais Nathan n'a pas écouté. Il a tiré. Tim s'est écroulé. Il haletait, répétant sans cesse une phrase qui entrait Nathan pour toujours. « Tu m'as exécuté. » Nathan a paniqué. Il s'est avancé, a levé son arme et a tiré dans la nuque. Froid, direct, sans retour en arrière. Et puis, soudain, « Je veux un avocat. » Fin de l'aveu. Après avoir obtenu ce témoignage explosif, les détectives ont confronté Nathan. Mais en quelques minutes, son discours a changé. « Ce n'est pas moi qui ai tiré. Bray avait peur, alors elle me fait porter le chapeau. » Mais quand on lui a demandé si c'était Bray qui avait appuyé sur la détente, silence, pas un mot. Les enquêteurs étaient face à une impasse. Bray accusait Nathan. Nathan accusait Bray. Mais l'un des deux mentait. Ou peut-être avaient-ils tous les deux tiré. Pour comprendre le mobile, les enquêteurs ont remonté le passé. Tim McNeil n'avait pas été un beau-père distant. Il avait élevé ses enfants. Quand il avait rencontré leur mère, Bray n'avait que 4 ans, Nathan 6 ans. Bray était une enfant joyeuse, intelligente. Mais Nathan, c'était une autre histoire. Il n'avait jamais accepté cet homme que sa mère essayait de lui imposer. Il le rejetait à chaque occasion. Les choses ont empiré avec l'âge. Le foyer familial était loin d'être idyllique. Leur mère avait sombré dans l'alcool. Nathan parlait de l'abus physique. Bray, elle, se sentait exploitée. C'est dans ce climat de toxicité que Nathan a fui en Arizona, à l'âge de 12 ans. Un départ qu'il a sauvé. Il s'est reconstruit, a repris ses études, s'est trouvé une passion pour l'informatique. Et paradoxalement, la mort de sa mère a rapproché Tim et Nathan. À cette époque, Nathan faisait même des efforts pour tisser des liens. Il avait une petite amie qui l'encourageait à se rapprocher de Tim. Tout semblait aller mieux. Nathan, assis face aux enquêteurs, a lâché une bombe. Éliminer Tim n'avait aucun sens. Et, pour une fois, sa logique se tenait. Pourquoi aurait-il voulu éliminer l'homme qui le soutenait financièrement? Même après leur conflit professionnel, Tim continuait à l'aider. Il lui avait même acheté un nouvel ordinateur pour qu'il puisse travailler dans son entreprise. Alors pourquoi aurait-il voulu l'éliminer? Les enquêteurs ont écouté attentivement, et ce qu'ils ont entendu a tout changé. Parce que selon Nathan, le vrai problème, ce n'était pas lui, c'était Bray. Nathan a révélé quelque chose que personne n'avait vu venir. Autrefois, Tim et Bray étaient très proches, trop proches. Après la mort de leur mère, elle n'avait plus personne en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. Tim était tout pour elle, son repère, son protecteur. Mais un jour, il avait commencé à s'éloigner, et tout avait basculé. Bray ne supportait pas que Tim refasse sa vie avec une autre femme. Elle se sentait rejetée, abandonnée. Elle était furieuse. Nathan l'a décrite de plus en plus instable, de plus en plus colérique. Et puis un détail glaçant est ressorti. Bray n'aimait pas Tim comme une fille aime un père. C'était plus profond, plus dérangeant. Elle était amoureuse de lui. Et lorsqu'il a commencé à prendre ses distances, elle a voulu se venger. Elle ne supportait pas de devenir insignifiante à ses yeux. Les policiers se sont rappelés un détail. Lors de son interrogatoire, Bray avait dit cette phrase. À l'époque, il n'avait pas compris ce qu'elle voulait dire. Mais maintenant, tout devenait plus clair. Qui a réellement exécuté Tim McNeil? Nathan venait d'inverser totalement l'enquête. Il ne niait pas sa présence sur les lieux du crime. Il ne niait pas avoir vu Tim mourir. Mais il affirmait qu'il n'était pas celui qui avait tiré. C'est elle qui voulait sa mort. Moi, je n'avais aucune raison d'éliminer Tim. Était-ce une manipulation pour sauver sa peau? Ou venait-il de révéler le vrai visage de Bray Hansen? Ce qui était au départ une histoire de meurtre familial classique
venait de se transformer en quelque chose de bien plus tordu, une relation troublante, une jalousie destructrice, une vengeance impitoyable, et surtout, un meurtre qui n'avait peut-être jamais été censé être partagé. Les enquêteurs ont enfin confirmé la jalousie dévorante de Bray. Avant sa mort, Tim avait rencontré une femme. Elle s'appelait Kim, et entre eux, c'était sérieux. C'était une nouvelle banale, une évolution naturelle dans la vie d'un homme veuf. Mais pour Bray Hansen, ce n'était rien de moins qu'une trahison. Bray ne voyait pas Tim comme un simple beau-père. Elle était terrifiée à l'idée qu'il puisse l'abandonner. Tim était tout pour elle, son repère, sa figure paternelle. Et peut-être bien plus que ça. Elle ne supportait pas qu'une autre femme puisse prendre sa place. Elle l'a admis. J'aimais absolument tout chez Tim. Mais quand il a commencé à lui échapper, son amour s'est déformé. Et le coup de grâce? Son anniversaire. Elle l'avait attendu. Elle pensait le fêter avec lui. Mais Tim était parti avec Kim. Elle n'a même pas compté ce jour-là. Bray a senti son monde s'écrouler. Comment ceux qui nous aiment peuvent-ils nous délaisser si facilement? Comment un amour aussi fort peut-il se transformer en rage? C'est la question qu'elle-même n'arrivait pas à expliquer. Et pourtant, c'était exactement ce qui s'était passé. Elle l'avait aimé à en mourir, et elle avait fini par l'éliminer. Nathan, coupable, ou bouc émissaire. Nathan, lui, a nié en bloc. Je n'étais même pas à San Diego ce jour-là. Un mensonge. Et les preuves l'ont rapidement écrasé. Son ADN était sur le masque retrouvé près de la maison. La géolocalisation de son téléphone confirmait qu'il était sur les lieux du crime. Les voisins l'avaient vu s'enfuir. Nathan était là. Et ça ne faisait plus aucun doute. Les deux étaient impliqués. Qui a vraiment tiré? Les enquêteurs étaient face à une nouvelle certitude. Le meurtre de Tim McNeil était un crime à deux visages. Bray avait la rage. Nathan avait les mains sales. Ils avaient agi ensemble. Mais qui avait pressé la détente? Et surtout, était-ce vraiment une décision commune? Ou l'un des deux avait-il manipulé l'autre pour faire le sale boulot? Le mystère restait entier, et les détectives n'avaient pas fini de creuser. Tous deux ont été accusés de meurtre au premier degré, avec des circonstances aggravantes très sérieuses. Selon le bureau du procureur, Tim avait en fait été attiré dans un piège mortel. Pour ce crime, il risquait la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. 2 ans se sont écoulés, durant lesquels les jeunes criminels ont passé du temps en prison en attendant leur procès. Au moment du début du procès, la jeune fille avait 19 ans et son frère 21 ans. Ils ont été jugés comme des adultes, mais séparément. D'abord, le procès de Bray a eu lieu. Au départ, la jeune fille a refusé de témoigner contre son frère. Cela a considérablement compliqué la tâche du procureur, car il ne disposait pas de preuves matérielles indiquant directement l'implication de Nathan dans le meurtre. Ni sur les lieux du crime, ni sur l'arme, il n'y avait d'empreinte digitale ni d'ADN du jeune homme. Selon les criminologues, des traces mineures avaient été trouvées sur le revolver, tant de la victime que des 2 enfants. Comme le revolver appartenait à leur mère, les enfants avaient pu le tenir auparavant. Le procureur devait convaincre les jurés de la culpabilité des jeunes, en utilisant uniquement des preuves indirectes. En particulier, un masque trouvé avec l'ADN de Nathan, ainsi que la description de témoins qui avaient reconnu le jeune homme comme étant celui qui s'enfuyait du lieu du crime. La délibération des jurés concernant les éléments de l'affaire a duré toute une journée, et les jurés sont revenus avec une décision inattendue. 7 se sont prononcés pour la culpabilité et 5 pour l'innocence de Bray. Ainsi, un nouveau procès était à prévoir, ce qui a déçu le côté de l'accusation. Cependant, les avocats se sont sentis plus confiants. Pendant cette période, il est également devenu évident que les enquêteurs n'avaient pas fourni à l'accusation l'enregistrement crucial de l'interrogatoire de Nathan, où il avouait le meurtre. L'enregistrement contenait des informations intéressantes qui auraient pu complètement changer le cours de l'affaire. Le juge en charge de cette affaire a interdit l'utilisation de cet enregistrement d'interrogatoire devant les jurés, car à ce moment-là, le jeune homme, réalisant ce qu'il avait dit, avait demandé un avocat. Sa déclaration ne devait pas être entendue sans la présence d'un représentant de la défense, d'autant plus qu'à ce moment-là, Nathan était mineur. Cela a été un véritable coup dur pour le côté de l'accusation, les privant en fait de leur principal atout, l'aveu du criminel. 4 mois s'étaient écoulés depuis que le premier jury était arrivé à une impasse.
La nouvelle tactique de la procureure consistait à organiser un contre-interrogatoire simultané pour le frère et la sœur, où ils pourraient tous deux être mis à jour. Les preuves devaient être évaluées par 2 groupes de jurés distincts, avec un nombre égal pour chacun des accusés. Selon l'accusation, cela permettrait de montrer que Bray et Nathan avaient agi de concert. Les avocats des jeunes criminels faisaient également face à des difficultés. Il était beaucoup plus facile de défendre Nathan, car ses déclarations incriminantes ne pouvaient pas être présentées aux jurés. Cependant, de telles restrictions ne s'appliquaient pas à Bray, donc ses aveux, enregistrés sur caméra, ont été présentés au tribunal. Les avocats ont commencé à affirmer que l'accusé avait effectivement voulu mettre en œuvre le plan criminel par ressentiment envers son beau-père, mais qu'elle y avait finalement renoncé. Mais le frère a tout de même mis le plan à exécution. À ce stade, Nathan a joué un rôle central tuant son beau-père, malgré les demandes de sa sœur de ne pas le faire. En même temps, le procureur affirmait que l'idée de ce meurtre appartenait à la jeune fille. Elle voulait la mort de son second père à cause de ses blessures personnelles, mais l'avocat de Bray persuadait les jurés que son frère ne lui avait pas permis de sortir du plan, lui mettant une arme sur elle et interrompant le meurtre. Cependant, dans cette histoire, il y avait déjà tant de mensonges que les jurés n'avaient pas l'intention de croire des affirmations non fondées. De plus, sa confession avait été enregistrée et les jurés avaient pu visionner cette vidéo. À ce moment-là, un nouvel acteur est entré en jeu. C'était un informateur sous la forme d'un codétenu qui avait discuté avec Nathan en prison pendant qu'il attendait son procès. Selon les dires du détenu condamné pour trafic de substances interdites, c'était principalement Bray qui avait influencé Nathan. Elle était l'initiatrice et l'inspiratrice du crime du début à la fin et l'avait convaincu de passer à l'acte. L'histoire qu'il a racontée correspondait à la version que Nathan avait donnée lors de son interrogatoire. Cependant, la défense de la jeune fille a immédiatement commencé à s'accrocher aux inexactitudes dans le récit du témoin. De plus, les avocats ont souligné qu'il avait un long passé criminel, qui était d'une manière ou d'une autre lié au mensonge. Cela a été fait pour susciter des doutes sur ses paroles, ainsi que pour inciter les jurés à se retourner contre lui. En même temps, Nathan a confirmé qu'il n'avait pas raconté à son co-détenu tous les détails qu'il avait exposés au tribunal et pensait que cette information lui avait été transmise intentionnellement. Tout cela pouvait introduire des distorsions dans son récit et susciter davantage de méfiance. Pour convaincre les jurés que Nathan était une personne cruelle et dangereuse, les avocats de la jeune fille ont invité au tribunal son ancienne petite amie. Celle-ci a avoué en larmes qu'il avait abusé d'elle. Le garçon était choqué, selon ses dires. C'était son ancienne petite amie, qu'il avait quittée au lycée, et entre eux, il n'y avait pas eu les scènes qu'elle avait décrites. Selon lui, elle était simplement venue au tribunal pour se venger de lui. La dernière preuve accablante contre Bray et Nathan était une lettre écrite par Bray la nuit de son arrestation. Non adressée, elle révélait son intention de se donner la mort après l'avoir rédigée, mais elle n'en a rien fait. Dans ce document, elle admettait pleinement sa culpabilité et expliquait avoir manipulé son frère pour commettre le meurtre de leur beau-père. Toutefois, au tribunal, elle a renié ses aveux, les attribuant à son état émotionnel. Les jurés ont délibéré rapidement pour Bray, rendant leur verdict en 6 heures, tandis que l'affaire de Nathan a nécessité 2 jours et demi, sa culpabilité étant jugée plus discutable. Finalement, tous deux ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré. Nathan a écopé de la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération après 25 ans, tandis que Bray, jugée instigatrice du crime, a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. La famille de la victime, bien que satisfaite du verdict, a exprimé de la compassion. La fille biologique de Tim peinait à comprendre comment Bray et Nathan, élevés par son père, avaient pu l'éliminer. En 2015, Bray a réussi à faire appel et sa peine a été réduite à 26 ans. Merci d'avoir suivi cette affaire et pour l'attention que vous lui avez portée. Prenez soin de vous et à bientôt.